L'invité du matin avec Soprotec, spécialiste de l'outillage pour jardin, garage, bâtiments et industrie. Tout est chez Soprotec. Et ce matin, nous sommes en compagnie de Laurent Rivaton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission cybersécurité du cluster OpenNC. Merci d'être avec nous alors que la semaine dernière se tenait le 10e sommet des ministres de la Défense du Pacifique Sud. Et parmi les sujets évoqués, il y avait les menaces cyber. Est-ce qu'aujourd'hui, Laurent Rivaton, c'est un enjeu majeur pour les territoires et les États de la région ? Oui, sans doute. On a tous entendu parler, entendu des déclarations du côté de l'Australie, par exemple, qui se plaignaient ou affichaient ou déclaraient subir des pressions d'États comme la Chine, la Russie, etc. Donc il y a effectivement au niveau des États des mécanismes qui sont en place depuis très longtemps d'ailleurs, en termes d'informatique, pour asseoir une influence, déstabiliser. Enfin, on est dans ce qu'on pourrait appeler de la cyberguerre, la cyberinfluence entre les États. Donc là, ce sont vraiment les armées qui doivent se mobiliser sur ce dossier-là ? Oui, clairement. Il y a deux sujets en cybersécurité, pour faire simple. Il y a ce sujet-là donc, qui se traite au niveau des États. Et puis il y a le sujet de la cybercriminalité qui se traite différemment et par des intervenants qui sont souvent différents. Et sur ces deux volets, est-ce que la Nouvelle-Calédonie est exposée à un risque important en termes que ce soit de cyberguerre ou de cybercriminalité ? Alors cyberguerre, j'ai envie de dire que je ne sais pas, enfin, avec les niveaux d'information que j'ai, mais probablement, puisqu'après tout, la Nouvelle-Calédonie fait partie du territoire français, et donc à ce titre, elle peut être ciblée comme n'importe quelle zone française. Sur la cybercriminalité, oui, c'est clair. Il y a d'ailleurs des études qui sont menées régulièrement au niveau mondial pour déterminer l'indice d'exposition au risque cyber. Donc il ne s'agit pas du nombre d'attaques qu'on subit, mais de l'exposition qu'on a. Pour faire un parallèle, je dirais que vous voyez quelqu'un qui va faire 5000 km par an avec sa voiture, et il va être moins exposé que quelqu'un qui fait 100 000 km par an avec sa voiture. Le fait d'être utiliser son véhicule, forcément ça expose plus, on augmente le risque d'avoir un accident de la route, donc on est plus exposé. Donc là c'est quelque chose qui est de cet ordre de grandeur là. Le type d'indicateurs qui peuvent être utilisés pour déterminer l'exposition, ça va être le taux d'équipement. Évidemment si on a tous des ordinateurs, on va être plus exposé que si on n'a pas d'ordinateur. Le taux de connexion internet, le taux le niveau d'utilisation des réseaux sociaux, enfin tout un tas de choses comme ça qui vont définir l'exposition au risque cyber. Et est-ce qu'aujourd'hui les structures, qu'elles soient publiques ou privées en Nouvelle-Calédonie, ont conscience de ce risque et en tout cas préparent une éventuelle attaque ? Alors c'est une très bonne question. On va dire que le niveau de conscience, le niveau de maturité par rapport à ça, il augmente petit à petit. Moi qui suis très impliqué là-dedans depuis très longtemps, j'ai envie de dire qu'à mon sens, ça va pas assez vite. Mais c'est normal que je pense que j'ai cette position-là. Donc ça, voilà, pour être objectif, ça augmente tout doucement. C'est jamais suffisant puisqu'il y a encore des gens qui se font attaquer et à partir du moment où il y a des préjudices, on peut dire que donc le nécessaire n'a pas été fait. Après, le risque zéro n'existe pas, évidemment. Ça s'améliore tout doucement. Il faut avoir de bons espoirs. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, prenait par exemple une attaque qui pourrait cibler un hôpital, comme le Medipôle. On l'a vu en métropole avec des gens qui demandaient des rançons, qui pénalisaient tout le système informatique. Les patients ne pouvaient plus être soignés, étaient envoyés ailleurs. Est-ce que notre insularité fait qu'on est plus en danger face à ce genre de risque, puisque finalement on aurait du mal à traiter des patients si l'hôpital venait à fermer à cause d'une cyberattaque ? Alors je pense qu'en matière de cyber, l'insularité n'est pas vraiment un facteur, puisqu'en fait ce qu'il faut justement, malheureusement peut-être qu'en étant insulaire on se dit qu'on est protégé, parce qu'on est loin, on est isolé, etc. En fait c'est faux. À partir du moment où on est connecté à Internet aujourd'hui, on est tous au même endroit. En fait c'est ça qu'il faut retenir. L'Internet abolit les distances et donc on est tous au même endroit. Alors après, est-ce que le fait qu'on soit insulaire et que du coup le recours à des tiers pour nous aider en cas de paralysie du système hospitalier calédonien est un facteur qui est pris en compte? Honnêtement, j'en sais rien. Dans l'absolu, si un cybercriminel faisait une enquête de faisabilité d'attaque, de retour sur investissement potentiel sur la Nouvelle-Calédonie, peut-être qu'il prendrait ça en compte comme un facteur aggravant pour nous, et donc du coup un facteur bénéfique pour lui. Possible. Aujourd'hui, paralyser un système hospitalier, je pense que ce qui est vu par les cybercriminels, puisque comme vous l'avez dit, il y a une grande mode, entre guillemets, d'attaque d'hôpitaux, etc. C'est parce que on sait que c'est des centres qui sont importants et que donc les victimes, donc les hôpitaux, seront peut-être auront peut-être plus envie ou passeront le cap et paieront la rançon qui leur est demandée plutôt que d'autres établissements, quoi. Enfin, je pense que c'est juste une histoire d'argent aujourd'hui,
la cybercriminalité. C'est aussi bête que ça, quoi. Alors justement, la semaine dernière, la province des îles a été ciblée par une attaque. Est-ce qu'on en sait plus à l'heure actuelle sur ce piratage qui a eu lieu en fin de semaine ? Alors personnellement, je ne peux pas vous en dire plus que ce qui a été annoncé, etc. Et d'ailleurs, c'est aux victimes de communiquer le cas échéant si elles souhaitent le faire, si elles en ont l'obligation par un côté, etc. C'est une attaque assez classique de ce qu'on lançait en tout cas. Alors de ce qui a été dit, c'est une attaque classique. Donc il s'agit. Alors c'est la province des îles, donc on pourrait se poser la question de est-ce que c'est quelque chose qui a un niveau supérieur, état, on parlait de cyberguerre, etc. Là, c'est entre guillemets, simplement un rançongiciel et donc une paralysie des systèmes d'information parce que les données auront été chiffrées. Donc on est dans un schéma assez classique de cybercriminalité en fait. Donc il est probable qu'ils aient été victimes comme n'importe quelle structure publique ou privée aurait pu l'être. Concrètement, le cybercriminel pompe les données, c'est ça, mais le système en carafe et demande une rançon pour tout remettre dans l'ordre ? Alors, je schématise. Oui, alors c'est le logiciel malveillant qu'on qualifie de rançongiciel ou de ransomware en anglais. C'est un logiciel qui va prendre en otage les données. Et donc le but, c'est exactement comme dans une prise d'otage tout à fait classique. On prend en otage quelque chose qui est cher à la victime et on lui demande de l'argent en contrepartie de la restitution de ce quelque chose. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de données. Il peut y avoir, donc la première intention, c'est ça, c'est qu'on paralyse l'entreprise parce qu'on lui chiffre ses données, on empêche l'entreprise ou la structure d'accéder à ces données. Souvent, en deuxième intention, il y a aussi la récupération de données et ça fait l'effet c'est une deuxième lame. Donc une fois que la victime a payé ou pas pour récupérer ses données, on va la menacer de publier les données qui peuvent être confidentielles et donc moyennant à nouveau rançon, il n'y aura pas de publication des données. Donc il peut y avoir plusieurs étages comme ça de la part du cybercriminel. Donc là, on verra ce que les victimes concernées diront de ça. Face aux attaques cyber, quelle est la position de la France aujourd'hui quand on demande des rançons pour ce genre d'attaque ? Est-ce qu'il y a des précédents, des choses qui ont été mises en place ? La doctrine, c'est qu'il ne faut pas payer de toute façon, pour tout un tas de raisons. Hein. D'abord parce que si on paye, on se rend en quelque sorte complices des cybercriminels puisqu'on va leur donner des fonds et donc on va leur permettre de se renforcer, etc. Donc il y a toutes ces dimensions-là. Ce qu'on dit aussi souvent, c'est qu'à partir du moment où on paye, on est identifié comme étant une cible qui peut payer. Et donc à ce moment-là, pourquoi pas demander une deuxième rançon, une troisième, etc. C'est sans fin. Après, il y a le pragmatisme du terrain. Il y a aujourd'hui, quand on regarde les stats, il y a beaucoup de structures qui payent parce qu'en fait, elles n'ont pas le choix. Moi, je dis souvent, quand on est dans une situation de crise, entre mourir tout de suite en bonne santé ou essayer de survivre en prenant le risque de tomber malade, en général, tout le monde va choisir la deuxième solution. Et là, c'est ça qui se passe quand une direction est confrontée à une structure qui est complètement à l'arrêt et qui menace de péricliter si elle ne redémarre pas. Et parfois, payer une petite rançon en comparaison au chiffre d'affaires perdu, etc., ça peut être une solution intéressante. Si on peut les éviter, c'est mieux. Et il y a des moyens de l'éviter. Il me semble que là, au niveau de la province, ils ont récupéré leur sauvegarde de données, etc. Et donc, ils rétablissent le système à partir de là. Voilà une mesure qu'on pourrait dire toute bête et toute simple, faire des sauvegardes qui permet de se rétablir dans ce cas-là sans avoir à payer la rançon. Donc c'est plutôt une bonne formule. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'attaques que subit la Nouvelle-Calédonie, que ce soit sur des structures ou alors pour les particuliers ? Alors oui et non. Alors oui, parce qu'en fait il y a des mesures qui sont faites par diverses organisations. Nous chez Open à une époque, pendant à peu près 1 an et demi, on avait mis un dispositif qui s'appelle un honeypot et un pot de miel. Donc je rentre pas dans les détails, mais c'est un dispositif technique qui permet de mesurer un petit peu la pression qu'on a au niveau en termes de cybercriminalité. On avait des mois où on avait plus de 60 millions d'attaques dans le mois, donc sur un seul équipement. Donc c'est beaucoup. Cela dit, ce sont que des attaques ou plutôt des tentatives d'attaque. Là-dessus, il y en a plein qui ne portent pas. L'immense majorité ne porte pas. Et donc, la partie non de ma réponse à la question, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, l'essentiel des victimes ne disent pas qu'elles ont été victimes. Et donc, il y a un grand flou. On ne sait pas, en fait, combien d'attaques portent et combien il y a de victimes. Alors, quels conseils on pourrait donner à des structures ou alors à des particuliers pour ne pas être victime de ces attaques ou en tout cas les limiter le risque C'est se préparer. Déjà, il faut prendre conscience du fait que l'informatique, pour le dire simplement, c'est quelque chose qui est devenu essentiel. Et donc, il faut arriver à mesurer ça. Si pour mon entreprise, d'être privé d'informatique pendant une demi-journée, ça signifie le dépôt de bilan,
ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose absolument pour me prémunir de ce préjudice-là, c'est-à-dire d'être privé de mon système d'information pendant une demi-journée. Si à l'inverse d'être privé d'informatique, je peux m'en passer pendant une semaine, la réponse va être différente. Donc il y a cette prise de conscience-là qui est importante en premier lieu. En fonction de ça, il y a tout un tas de mesures techniques, organisationnelles qui peuvent être mises en place pour répondre au contexte particulier de la structure en fait. Et aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, il y a des professionnels en matière de cybersécurité. Les choses avancent. Il y a quelques années de ça encore, c'était balbutiant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent le relais ? Oui, ça avance tout doucement. Après, c'est long. Il y a une pénurie mondiale aujourd'hui, depuis plusieurs années, pénurie qui s'aggrave d'ailleurs d'année en année de professionnels de la cybersécurité. Donc forcément, ici, on n'échappe pas à ça. Donc il faudrait beaucoup plus de gens qualifiés qu'il y en a aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme ça. Donc on y travaille notamment en faisant de la formation les uns et les autres, etc. Donc on espère que ça va s'améliorer. Et puis après, il y a la deuxième partie, c'est la prise de conscience de tout le monde, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel, qu'il y a ce risque et qu'il faut s'en occuper. Et donc là, il y a un enjeu de sensibilisation à faire, de faire prendre conscience aux gens que c'est important. D'où les travaux qu'on mène au sein d'Open d'ailleurs, de sensibiliser, de démontrer que ça existe et qu'il faut s'en occuper. Et justement, au sein du cluster OpenNC, vous organisez aussi des concours peut-être pour repérer les talents ou en tout cas qu'il y ait une synergie qui se crée ? Oui, dans la commission cybersécurité, il y a plusieurs enjeux. Il y en a un, c'est de susciter des vocations, de détecter des talents, justement pour nourrir ce pool de professionnels dont on a besoin. Et donc chaque année, depuis 2 ans, c'était la 2e édition en 2023, on organise ce qu'on appelle un CTF. CTF, ça veut dire Capture the Flag, donc capturer le drapeau. Donc c'est une compétition de cybersécurité en fait. Et cette année, la première année avait déjà été un succès inespéré. Cette année, on a fait beaucoup mieux. On a eu plus de 200 inscrits, 115 participants en présentiel dans la grande salle de la mairie de Nouméa, plusieurs centaines de visiteurs. Donc ça démontre, c'est plus de 100 participants pour un petit territoire comme le nôtre, c'est beaucoup, voilà. Et les participants étaient très hétérogènes. Il y avait moins de 20%, je crois, de professionnels de la cybersécurité. Il y avait des gens très jeunes. Je crois que la plus jeune personne avait 11 ans. Donc c'est aussi un signe d'espoir. Ça veut dire que les Calédoniens s'intéressent au sujet comme potentiel futur professionnel du secteur. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Parce qu'il y a des débouchés, on le voit à la fois dans les armées, puisqu'il y a le risque de cyberguerre, il y a aussi dans le privé, et on voit que sur le territoire, la gendarmerie, par exemple, a une cellule contre la cybercriminalité. La police, la gendarmerie, les forces de l'ordre. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de ressources compétentes sur le sujet. Avec des compétences d'ailleurs très diverses et très variées. Donc on est sur un secteur d'activité qui est très varié, avec énormément de spécialités. Donc tout le monde est en demande partout. Enfin sur le territoire, tout secteur confondu. Vous l'avez dit, armée, forces de l'ordre, mais aussi privé, et dans le monde entier. En fait, c'est ça la caractéristique. Donc en fait, je dis souvent quelqu'un aujourd'hui qui se dirait tiens, je décide de me lancer dans une carrière dans la cybersécurité. En fait, quoi qu'il fasse, quel que soit le niveau auquel il aboutisse après sa formation, de toute façon, à mon sens, il n'a aucune chance d'être au chômage, quoi. Voilà. Donc ça, c'est porteur d'espoir. Est-ce que tous les acteurs travaillent main dans la main, travaillent de concert sur ces questions-là, sur le territoire ? Que ce soit la formation ou alors l'échange ensuite d'informations ou de... C'est difficile la collaboration, puisqu'en fait, quand on est dans le milieu, il y a aussi un culte du secret, de la confidentialité, etc. Donc c'est toujours difficile de faire travailler les gens ensemble, parce qu'il y a plein de réticences. En plus, en termes de business, le territoire ici est petit, et donc on a des réflexes de protection, parce que le marché n'est pas extensible, donc les uns et les autres sont toujours vigilants là-dessus. Par contre, c'est un secteur dans lequel l'échange d'informations, les retours d'expérience, les collaborations sont absolument indispensables, à mon sens en tout cas. Et donc voilà, c'est encore un axe sur lequel on travaille, et moi en particulier, essayer de montrer aux gens que c'est bien d'échanger et que on a plus à gagner à échanger que de ne pas échanger. Alors Laurent Rivaton, dernière question. Si on souhaite avoir des informations sur la cybersécurité, on peut se renseigner comment, que ce soit sur les formations ou alors sur ce que vous proposez au sein du cluster ? Alors écoutez, il y a un point focal qui est facile, c'est le cluster, des contacts @open.nc, open.nc. Donc là,
ce sera facile d'avoir toutes les différentes informations, soit sur ce qu'on fait au niveau de la commission pour les gens qui voudraient participer, retrousser leurs manches et aider, que les formations, que les professionnels aujourd'hui de la place qui se déclarent compétents sur le sujet. Enfin bref, il y a là un point focal intéressant pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup Laurent Rivaton d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes président de la commission cybersécurité du cluster OpenNC.